Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Merci d'être là. Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et vous faites partie, comme beaucoup de gens renommés, du comité de soutien à Boualem-Sansal. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce verdict demain en appel pour Boualem-Sansal en Algérie ? Oui, très inquiet. Très inquiet parce que pour l'instant, je ne vois pas beaucoup les choses bouger et ni les relations entre la France et l'Algérie s'améliorer. Donc, comme c'est une sorte d'instrument de chantage pour le régime algérien, je suis assez... Est-ce que vous êtes plus inquiet aujourd'hui qu'il y a quelques semaines ou quelques mois où on sentait qu'avec un peu de négociation, on pourrait le sortir des geôles algériennes ? Alors, on a senti cela avant l'affaire du secrétaire d'ambassade ou de consulat, je sais plus, un employé du consulat, qui a été impliqué dans une affaire d'enlèvement qui est assez curieux d'ailleurs parce que une affaire de Barbouze, comme on dit. Oui, mais cette affaire était ancienne, elle avait plus d'un an, et brusquement elle est sortie au moment où les choses semblaient, alors tout ça, et je dis ça avec beaucoup de précaution, semblait sur le point de trouver une issue. Voilà. Et évidemment, une fois que cette affaire a été mise sur la table, alors est-ce que c'est la justice toute seule qui a décidé de passer à l'action, ou est-ce que cela vient d'ailleurs? Je ne sais pas, je laisse à chacun ses responsabilités, mais si quelqu'un a cru pouvoir tirer un bénéfice quelconque de cette affaire, il a eu tort, mais il a surtout commis une faute morale parce que tout s'est arrêté vis-à-vis de matière de négociation. La justice est indépendante. Georges Fenech. Henri Guénaud sait très bien que la justice est indépendante. Je sens un peu de sarcasme dans votre voix, mon cher Georges Fenech, qui en plus fait partie également du comité. Bien sûr, et je le connais personnellement, comme nous tous ici. Je partage la même inquiétude qu'Henri, puisque le parquet avait requis 10 ans déjà en première instance. Il avait bénéficié de 5 ans, si je puis dire, entre guillemets. Et là, le parquet a fait appel pour obtenir ces 10 ans. C'est ça. On peut craindre, effectivement, mais déjà 5 ans, c'est sa mort. Faut le dire. Bah oui, un homme de 80 ans, malade. 80 ans, il est malade. Il s'en remettra pas, je veux dire. Ça, c'est les 5 années qui lui restent, peut-être, voilà. Enfin, on peut lui souhaiter bien plus, bien entendu, c'est pas ce que je veux dire. Vous voulez dire qu'en matière de justice... on le casse, c'est un homme qui va être brisé. Sans faire de mauvais jeux de mots ou de mauvais esprits, vous voulez dire qu'en matière de justice, en Algérie, les peines, elles s'appliquent, quoi. Quand c'est 5 ans, c'est 5 ans. Je pense pas qu'il y ait un juge d'application des peines qui vienne lui proposer... une remise de peine. Un bracelet électronique ou des choses comme ça. Je sais même pas si ça existe en Algérie. Et dans l'hypothèse même, je veux dire, où il bénéficie d'une grâce présidentielle, il aura ce qu'ils appellent AS, je sais plus comment, il aura une assignation à résidence qui l'empêchera de quitter son pays, l'Algérie. Donc il pourra plus revenir en France. On n'est pas prêt, malheureusement, de le revoir. Victor Hérault. À partir du moment où on a dit que la justice algérienne était ce qu'elle était, donc était un paramètre figé, il faut se tourner aussi vers du coup l'action du gouvernement français. Et là, Henri Guénaud, j'aimerais vous demander quel regard vous avez porté sur l'action d'une part de Bruno Retailleau, d'autre part de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron, puisque les deux sont liés dans cette affaire-là. Moi, je crois que le problème, il dépasse le cadre de l'affaire Boualem-Sansal, qui est un pion dans cette histoire, hélas. Je n'ai pas trouvé qu'on était très bon sur les problèmes des OQTF et du retour. Voilà. Je pense que là. Pas bon dans quel sens, expliquez-vous. Pas bon parce que je pense que l'intimidation, les ultimatums, ça n'avait aucun sens, parce que nous n'avons dans ce domaine aucun moyen de pression et de rétorsion sur le régime algérien. Aucun. Donc vous n'êtes dire que l'affaire est fichue. Non, je veux dire qu'on aurait dû se concentrer sur la diplomatie, la négociation, l'échange. Et quand on a des ultimatums à donner, on les donne derrière le rideau, pas sur le devant de la scène. Donc quand il y a eu cette grande conférence de presse avec François Bayrou, Retailleau, Barrot, et que le chef du gouvernement a dit qu'en dernier sort, on allait revoir les accords de 1968, pour vous, c'était tout faux. On peut les revoir, ça changera absolument rien. Mais on n'est pas obligé de le dire. Voilà. Et si on doit si on doit négocier, y compris avec des ultimatums, il faut le faire dans le cadre de la diplomatie. La diplomatie, ça ne se fait pas
devant tout le monde. Voilà, ça se fait en secret jusqu'au jour où vous arrivez à un accord et à ce moment-là vous pouvez en discuter ou un désaccord que vous mettez sur la table. Mais voilà, je trouve que là on a été très mauvais. On a oublié une chose, c'est que quand on n'a pas de moyens de rétorsion pour faire changer la politique algérienne en matière de reprise de leurs citoyens, qu'en plus l'Algérie, le premier allié de l'Algérie c'est la Russie, que le deuxième c'est la Chine, et que donc on n'a pas les moyens d'isoler l'Algérie, et on est fâché avec son principal allié qui lui fournit à la fois les armes, beaucoup d'argent, etc. Donc, et qui plus est, en Algérie, le pouvoir n'est pas celui qu'on voit, mais celui qui est derrière le rideau, c'est-à-dire le pouvoir d'un certain nombre d'officiers et de clans. Voilà. Et juste une dernière chose, je pense qu'il faut distinguer cette histoire, mais qui a servi évidemment de toile de fond, de la question des prises d'otages. Voilà. Parce que ce sont Boualem Sansal, c'est une prise d'otage. Bon. Et alors, le journaliste, là, c'est pas encore très clair dans mon esprit. Blaise. Voilà, oui. Christophe Glaise, parce que, d'abord, il est curieux que ça a été dit, je suis pas le premier à le dire, que le gouvernement français ait déploré la lourdeur de la peine, mais n'ait pas demandé la libération du journaliste. Donc, je ne sais pas ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. C'est quand même bizarre, voilà. Oui, et de toute façon, c'est un citoyen français, et on peut pas accepter qu'il soit traité de cette façon. Et là, je pense que pour le coup, sur ces deux cas, on n'est pas assez, puisque les autres négociations n'avancent pas ou qu'elles ont été perturbées par un certain nombre de gens à un moment donné. Mais sur ce cas-là, en revanche, sur ces cas-là, ces deux cas, je trouve que là, on n'est pas assez ferme pour le coup. Vous savez, il y a dans ce genre d'affaires, dans les prises d'otages, il y a qu'une seule réponse possible. C'est la prise d'otage. Ils prennent des otages, vous prenez des otages, et après on échange les. Et après on échange les prisonniers. C'est pas pour un dent pour dent, c'est la vie des relations internationales. C'est vous faites des prisonniers, ils font des prisonniers, après on échange les prisonniers. Ouais. Voilà. À partir du moment où un État commence à prendre des otages, et pour Boualem Sansal, c'est vraiment, ça saute aux yeux. Pour l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, quand c'est un citoyen français et il mérite peut pas être traité comme ça. Donc voilà, il y a un moment où il faut arrêter. Soit on continue des négociations sérieuses et effectivement on arrive sur tous ces sujets, les OQTF et les deux prisonniers à des résultats. Soit on n'y arrive pas, et alors il faut s'occuper principalement des deux prisonniers et faire la même chose. Voilà, si un État se comporte, et là pour ces deux cas, c'est quand même le cas, se comporte comme un voyou, eh bien il faut se comporter comme lui. C'est triste à dire, mais qu'est-ce qui bloque alors? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est poli ou qu'on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, ou est-ce que c'est la crainte de voir Boualem Sansal? Quel est votre avis, Georges Fenech? Mon avis, Henri me pardonnera, moi je ne partage pas du tout sa vision de l'œil pour œil, dent pour dent. La réponse d'une démocratie comme la nôtre ne peut pas être au niveau d'une dictature comme celle d'Algérie. On ne va pas commencer à prendre des otages et utiliser les mêmes méthodes de ce gouvernement. Moi, c'est mon opinion. Par contre, on a des moyens de rétorsion. Non. On sait très bien, si on arrête les visas, notamment de la classe dirigeante algérienne, ça risque quand même de perturber. Mais ce que je voudrais dire, en complément de ce qu'a dit Henri, c'est que n'oubliez jamais que le point de départ de cette rupture avec l'Algérie, c'est une rupture actuellement. Oui. C'est l'histoire du Sahara occidental. Bien sûr. Quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il reconnaissait la marocanité du Sahara occidental. Sur le fond, d'ailleurs, je suis d'accord avec lui. Mais fallait-il l'annoncer comme cela, de but en blanc, sans raison apparente, sans consultation nulle part? Bon, ça c'est de la responsabilité du chef de l'État. Mais tout est parti de là. Oui. Là, on a franchi la ligne rouge pour les Algériens. Il y a eu des tentatives de renouer, ou en tout cas d'accélérer de bonnes relations avec l'Algérie. Vous vous souvenez encore du gouvernement Borne qui est allé à je sais pas combien de ministres, ils sont revenus bredouille. Il devait y avoir des accords sur le gaz notamment, et finalement rien n'a été fait. Et puis il y a eu ce bras de fer, et du coup, pour schématiser un peu, le chef de l'État s'est tourné vers le Maroc plutôt que de se tourner vers l'Algérie. Il a fait son choix parce que le roi du Maroc, lui aussi, avait avait l'impression que la France ne le regardait pas suffisamment. Donc là, on est tout d'un coup très copains avec les Marocains et plus du tout copains avec les Algériens. Il y a clairement un point de non-retour et on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il y a un homme, comme dit Henri Guénaud, qui est un otage. Un otage d'un État. Voilà. Ça, Henri Guénaud. Oui.
Alors d'abord, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, on était fâché avec tout le monde. Hein. C'était donc y compris le Maroc. Bon, c'était pas juste que les relations. Il y avait une relation très froide, glaciale entre le roi du Maroc et Emmanuel Macron. Mais clairement. Plus glaciale que froide. Hein. C'était voilà. Mais comme avec beaucoup de pays, nous étions. Et pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons, tout à fait. Mais et comme avec beaucoup de pays, nous étions fâchés une fois de plus. Voilà, c'est le résultat d'une diplomatie quand même de très haut niveau. Maintenant, je reviens à notre histoire d'otage. Si vous voulez, moi, je pense quand même qu'il faut toujours distinguer ce qui est la politique étrangère. Moi, je suis pour la diplomatie. Je pense qu'on a aucun intérêt de se fâcher avec l'Algérie et aucun moyen, encore une fois, de pression. On peut supprimer le traité de 68. Alors on ne sait même pas d'ailleurs si ça nous renvoie aux accords d'Évian ou pas, parce que le traité de 68 était un assouplissement pour nous, enfin une restriction plutôt des accords d'Évian. Bon, donc on ne sait pas très bien quelles seront les conséquences juridiques, mais très bien, on peut le faire. Moi, ça ne m'empêchera pas de dormir, mais ça ne va pas faire changer le régime. Encore une fois, il faut assumer ce que nous avons décidé par ailleurs. Si vous décidez de vous fâcher avec la Russie, qui est le principal allié de l'Algérie, il ne faut pas s'attendre à avoir un gouvernement algérien qui est quand même assez dépendant aujourd'hui de la Russie, qui va vous embrasser sur la bouche. Hein. C'est même à la russe. Bon, donc tout ça c'est la première. Après, il y a le problème des otages. Voilà, ça fait le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a des vies en jeu, des vies de citoyens français. Et ça, c'est très bien avec Georges Fenech. C'est très bien que vous soyez pas d'accord. Non, on est en démocratie dans Europe 1 Soir. Non, c'est pas ça. C'est que non, c'est pas œil pour œil, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est juste, vous prenez des otages, je prends des otages et après on les échange. On peut utiliser la seule monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on protège nos citoyens ou est-ce qu'on les protège pas? On va en parler après. On va en parler dans un instant. Parce que dire on est une démocratie et les laisser pourrir en prison ou mourir en prison, c'est pas une solution. 19h27, on n'est pas d'accord, mais on reprend la discussion dans quelques instants, quelques minutes sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Victor Hérault, de Georges Fenech et d'Henri Guénaud, qui fait partie du comité de soutien à Boualem-Sansal. La démocratie, Henri Guénaud, l'état de droit, la raison d'État, ça fait beaucoup de notions dans lesquelles on a du mal à se retrouver, enfin, non pas à se retrouver, mais on a du mal à suivre dans quelle position ou quelle arme parmi ces trois-là on brandit pour dire, voilà, on agit de telle façon vis-à-vis du régime algérien. On ne peut pas toujours se cacher derrière l'état de droit. D'abord, tout le monde en a une définition différente. On en est aujourd'hui à une définition quasi religieuse de l'état de droit. L'état de droit, c'est une chose très simple. C'est joliment dit, ça, quasiment religieuse. Mais oui, c'est-à-dire c'est devenu un dogme religieux. Donc ça ne se conteste pas, ça ne se discute pas. L'état de droit, c'est quoi en réalité? L'état de droit, c'est le fait que le droit est écrit à l'avance, que vous savez à l'avance ce que vous risquez si vous commettez tel acte. Hein, on traduit ça par le nul n'est censé ignorer le droit, donc le droit il est public. On en est arrivé d'ailleurs à quelque chose qui n'est pas l'état de droit, qui est aujourd'hui nul n'est censé ignorer le droit tel qu'il sera interprété. Voilà, donc là on sait plus, ça veut dire qu'on sait plus très bien à quelle sauce on sera mangé. Les juges sont indépendants, inamovibles, etc. Alors l'indépendance c'est pas un absolu. L'indépendance, vous pouvez pas considérer que les pouvoirs ne collaborent jamais, ne coopèrent pas. C'est plus compliqué que ça la société. Vous pouvez pas avoir un pouvoir judiciaire d'un côté qui ne parle jamais. Voilà, et qui est un politique qui est ou un exécutif qui parle à personne, un pouvoir législatif qui s'occupe pas comme s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas de coopération, de discussion, d'échange entre les différents pouvoirs, ça ne peut pas marcher comme ça. L'indépendance, la souveraineté, c'est un absolu. L'indépendance, ça n'est pas un absolu. Vous n'êtes jamais indépendant absolument. Donc il faut que les gens travaillent ensemble. Alors pour en revenir à la raison d'État. Alors la raison d'État. Vous connaissez le mot qu'on prête au général de Gaulle répondant à Jean Foyer un jour où il venait lui parler d'une question de droit. Un des auteurs de la Constitution. Un des auteurs de la Constitution qui a été le garde des Sceaux du général de Gaulle, qui était un grand professeur de droit, donc un grand juriste, et il répond à Jean Foyer, mon cher ministre, il y a le droit. Au-dessus du droit, il y a l'État. Et au-dessus de l'État, il y a la France. Voilà, un pouvoir, le pouvoir politique qui incarne la souveraineté du pays, il a en charge l'intérêt de la France et l'intérêt de l'État. Voilà. Donc, et à ce titre, il existe
une raison d'État. Alors les juristes détestent la raison d'État, je comprends tout à fait. La raison d'État, c'est quelque chose qui est hors du droit, mais qui doit être abstrait, doit être dicté par l'intérêt général, les intérêts vitaux de la nation. Bon. Et d'ailleurs, c'est le cas dans tous les États du monde, pas seulement les États voyous. Là, vous êtes un peu presque en train d'excuser Nixon qui s'était confié à... Comment s'appelait ce journaliste anglais, David Foster, c'est ça, qui avait recueilli ses confessions en 1977 après l'affaire du Watergate. Et il lui avait dit, bah oui, même quand c'est pas dans la Constitution, quand le président décide, bah du coup, ça peut être effectivement dans l'intérêt du pays, etc., etc. Oui, alors je suis pas sûr que l'affaire du Watergate était dans l'intérêt du pays, mais en tout cas, ça existe, ça a toujours existé, et si ça n'existe plus, il y a plus d'État, et s'il y a plus d'État, il y a plus d'État de droit. David Frost. Il y a plus d'État de droit, parce que pour qu'il y ait un État de droit, il faut qu'il y ait un État qui fasse exécuter les décisions de justice, qui garantisse le minimum de protection à la justice. Voilà. Dans État de droit, il y a État. Sauf que Georges Fenech, qui prend sa casquette de magistrat. Pas non plus enlever tout espoir à Henri Guénaud sur cette notion de raison d'État qui est vraiment rejetée de manière religieuse par les juges. C'est un dogme. Attention, la raison d'État, vous ne pouvez pas négocier quoi que ce soit avec la magistrature. Qui plus est, comme le procureur est devenu indépendant, que le garde des Sceaux n'a plus aucune prise au niveau des instructions qu'il pouvait autrefois donner au parquet, au nom de la raison d'État, pourquoi pas, il est totalement démuni, le pouvoir exécutif. Et donc les juges, moi je me souviens de l'affaire Gorgi, à propos de l'ambassade de l'Iran, on avait dit c'était la raison d'État, mais c'est pas vrai du tout. Alors, donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il faut que vous disiez en deux mots. Je peux pas me souvenir, peut-être Henri Guénaud s'en souviendra peut-être mieux que moi. Toujours est-il que le juge, qui s'est suicidé d'ailleurs après, le juge Boulouk, avait effectivement libéré Walid Gorgi, alors que tout semblait apparemment devoir le garder en prison. Et on avait accusé effectivement le pouvoir exécutif d'être intervenu, la raison d'État, etc. D'accord. Donc là, on est encore dans l'étanchéité entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif. La raison d'État, ça ne résonne pas dans l'oreille d'un magistrat, qui appliquera toujours le droit sans la raison de l'État. Juste une remarque quand même. Henri Guénaud. Le juge applique le droit et l'État dispose de la force légale et légitime. C'est-à-dire que si vous prêtez pas le concours, par exemple, de la police judiciaire pour une perquisition, eh bien, le juge il peut pas perquisitionner. Si par exemple un juge décide l'évacuation d'une usine occupée et que le préfet considère que ça ça crée un problème d'ordre public, eh bien, il n'exécute pas la décision de justice. Ça, c'est pas la raison d'État, ça c'est l'ordre public. Mais c'est pareil, ça fait partie. C'est l'ordre public, ça fait partie. La raison d'État, c'est moins avouable. Non, parce Victor Hérault essaye d'en placer une. Il est très poli, mais c'est le plus jeune d'entre nous. Évidemment, il voudrait poser une question à Henri Guénaud sur un Nadal Federer face à moi. Mais j'ai l'impression que dans ce genre de discussion juridique, on brandit souvent des grands concepts en oubliant complètement la raison d'être de ces concepts et à qui ils s'adressent. Notre démocratie et notre état de droit, dans l'affaire, et là je reviens précisément à l'affaire Boualem-Sansal, on les a inventés pour protéger Boualem-Sansal avant tout, pas pour nos relations vis-à-vis de l'Algérie. La chose auquel on doit penser en premier, c'est la protection de notre citoyen Boualem-Sansal en tant qu'individu et en plus en tant que tout ce qu'il représente pour la littérature française, pour la liberté d'expression, pour la capacité de la France à dire aux autres pays mais attendez, mais on ne traite pas un de nos ressortissants comme cela. Donc il faut pas manier, il me semble, les concepts d'état de droit et de démocratie en oubliant à qui ils s'adressent et qui ils sont censés protéger. En l'occurrence, Boualem-Sansal. On l'oublie pas. Moi, je peux vous dire que nous n'oublions pas et que ce que je regrette, moi, personnellement, c'est cette diplomatie, non pas des petits pas, il n'y a même pas de petits pas, que je sache, mais un peu suppliante. Nous espérons que nous faisons appel à l'humanisme de Monsieur le Président. Là, pour Christophe Glaise, on trouve la sentence un peu lourde. Vous voyez, on accepte l'intolérable. On n'est pas dans le... Non, il faut taper du poing, là. Il faut taper du poing, là.
Même en matière diplomatique, vous voyez. Quand Henri Guénaud évoquait tout à l'heure l'hypothèse de prendre des otages en réponse aux otages qui sont pris par l'Algérie, sans forcément aller jusque-là, la prémisse de la diplomatie, c'est aussi de faire en sorte que le pays en face de nous, qui est un adversaire dans cette discussion-là, a l'impression que s'il va trop loin, on répliquera fort. Il faut toujours qu'il y ait l'illusion de la puissance face à lui, sinon ça ne sert à rien. L'Algérie ne se comporte pas de la même manière avec les États-Unis qu'avec nous. Exactement. Ils ont obtenu, les Américains, ce que nous, on n'a jamais obtenu, notamment les OQTF. Exactement. Et avec nous, c'est provocation sur provocation au fil des mois, et on n'en voit jamais les conséquences. Donc l'Algérie, c'est comme dans les relations humaines. À un moment, si quelqu'un en face de moi se comporte n'importe comment, à longueur de journée, il pousse les limites toujours, et que je ne réplique jamais, il se dit qu'il peut tout se permettre. Mais sur les OQTF, c'est une autre histoire, les OQTF. Là, ce sont des politiques d'État à État qui engagent des populations entières. Parce que, oui, nous pouvons faire du mal aux populations algériennes ou franco-algériennes, mais pas au pouvoir algérien, sur ce sujet. Tandis que là, on est sorti de ce cadre. Maintenant, si on prend des otages, c'est tout autre chose. Et d'ailleurs, que croyez-vous que font les États? Et même qu'a fait la France assez souvent. On arrête un agent consulaire ou un agent diplomatique aux États-Unis ou ailleurs. Bon, vous en arrêtez 2 ici, et puis après, on finit par échanger. Ce que font les États-Unis et la Russie. Enfin, voilà. Je veux dire, voilà. Mais on est sur un autre registre, puisque là, on a des vies de citoyens qui, donc, en plus, Boualem Sansal n'est pas un agent secret français qui est allé espionner l'Algérie. Bon, et je ne sais pas exactement quelle est la situation du journaliste qui vient d'écoper de 7 ans de prison, mais apparemment quand même, c'est pas non plus. Ça fait déjà un an qu'il est en prison. Voilà, ça fait un an qu'il est en prison. Enfin, bon, alors, je sais pas, mais il faudrait demander au gouvernement de s'expliquer pourquoi il ne demande pas la libération. Voilà, c'est ce qui a une raison. Et si on n'a pas, alors on a le devoir absolu, un pouvoir a le devoir absolu de protéger ses citoyens. Voilà. Et ce qu'en pense le juge en l'occurrence est tout à fait secondaire. Voilà. Donc je dis pas du tout qu'il faut se moquer du juge en général. Je pense qu'en général, il vaut mieux changer les cadres du droit que de violer le droit. Mais il y a des situations qui sont au-delà du droit. Voilà. Henri Guénaud est avec nous dans Europe 1 Soir, et il reste puisqu'il fait bon dans le studio, c'est climatisé. Avez-vous téléchargé la nouvelle application Europe 1, plus belle, plus simple, plus rapide? Nouvelle appli Europe 1, vous mettez le direct en pause, vous reprenez l'émission du début, vous écoutez vos émissions en replay, quand ou comme vous voulez. Nouvelle appli Europe 1, c'est le meilleur de votre radio préférée en toute liberté. Europe 1, la radio libre. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault, avec Georges Fenech. Nous sommes avec Henri Guénaud. Dans la nuit de vendredi à samedi, une agence immobilière Orpi a été incendiée à Marseille, dans le 12e arrondissement. Et c'est un incendie qui intervient juste après le licenciement de 2 agents immobiliers du même réseau qui avaient insulté la députée européenne Rima Hassan. Les gérants de l'agence ont porté plainte. Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Ces 2, agents immobiliers du groupe ont été licenciés après avoir menacé l'élu. On va te la brûler, ta Palestine. L'eurodéputé avait filmé la scène, puis partagé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle polémique concernant Rima Hassan, Henri Guénaud? Rien. Je ne veux rien en penser. Autant discuter de l'état du droit, de l'état de droit et des vrais principes, des moyens que nous avons de changer les choses pour que ce pays puisse être gouverné, et gouverné en démocratie. Dans la démocratie, on fait pas la démocratie par le droit, mais le droit par la démocratie. Bon, voilà, il faut revenir à des choses assez simples. Autant ça me paraît absolument essentiel. Ce n'est pas du niveau de la politique française? Non, je pense que si on peut plus aller sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio pour dire le dernier tweet de Madame Rima Hassan, non, mais c'est pas une histoire de tweet, non, c'est quand même ça reflète quelque chose. Ça reflète quelque chose, Victor. Je vais laisser parler Victor. Il parlera beaucoup mieux que moi de ce sujet. Non, parce que j'ai suivi attentivement ce qui s'est passé. Déjà, je commence par dire qu'effectivement, ce qu'ont fait les employés d'Orpi à Rima Hassan en pleine rue, c'est extrêmement condamnable. On ne va pas alpaguer, même si on déteste quelqu'un qui est du bord opposé en politique. On va pas aller l'alpaguer dans la rue, l'insulter, etc. Ça je le dis d'entrée de jeu. Maintenant, qu'est-ce que dit la réaction de Rima Hassan? Donc, il y a cette agence Orpi qui est brûlée. Celui qui incendie l'agence Orpi se filme en le faisant et publie la vidéo. On a la vidéo de la personne qui a mis l'essence et qui brûle, avec des émoticônes qui sont la pastèque et le drapeau palestinien, qui sont donc des symboles pro-palestiniens. Maintenant, Rima Hassan, donc la vidéo est publiée sur Twitter. Rima Hassan réagit tout de suite en disant « Faux, c'est de l'intelligence artificielle ».
Elle n'en sait strictement rien à ce moment-là, mais elle veut se dédouaner tout de suite en disant non, là c'est une manipulation, c'est une vidéo falsifiée pour me faire passer pour quelqu'un qui aurait provoqué l'incendie de l'agence Orpi 2 jours après, effectivement, l'altercation devant une autre agence Orpi. Il faut préciser que c'est pas la même, celle qui est incendiée est à Marseille, l'autre était à Paris. J'ai contacté à ce moment-là le maire du 12e arrondissement de Marseille, qui s'appelle Sylvain Souvestre, et qui me dit non, c'est vrai, cette agence a bien été brûlée dans la nuit. C'est pas du tout une vidéo filmée par IA. Rima Hassan n'en savait absolument rien, mais elle affirme que c'est faux. Et c'est d'ailleurs une agence qui se situe en dessous d'un immeuble, face à une crèche et face à un jardin public. Donc ça pouvait être très dangereux. Maintenant, que dit la réaction de Rima Hassan? N'importe quel politique aurait, jusqu'ici, je trouve que c'est assez exclusif là ce qui se passe, aurait dit ce n'est pas de ma faute, mais je condamne. Je n'ai rien à voir avec cette agence, avec ces cinglés qui ont été brûlés une agence dans la nuit. Je n'ai rien à voir avec ça. Ne m'accablez pas de ce fait-là. En revanche, je condamne. Elle ne condamne absolument pas. Elle ne dit même pas que c'est de sa faute. Elle dit que ça n'a juste pas existé, que c'est faux, que c'est de l'intelligence artificielle, qu'en gros, on essaye de la faire tomber en mentant. Là, je ne vois pas d'exemple en politique de communication politique qui ressemble à celui-ci. Georges Fenech. Vous avez tout à fait raison, Victor, mais moi, il y a un autre silence qui m'a aussi interpellé, c'est celui du maire de Marseille. Eh oui, Monsieur Payan. Qui est intervenu? Madame Valérie Boyer, sénateur LR de Marseille, et le maire qui vient d'être cité, LR lui aussi. qui est aussi LR. Comment se fait-il que le maire de Marseille n'ait pas dit un mot pour condamner cet incendie dans sa ville? Je pose la question. Oui, j'ai pas de réponse. Socialiste, moi, je pense que on veut pas se mettre mal avec peut-être un courant politique qui sera bien utile pour les prochaines municipales. Bon, et Jean-Luc Mélenchon. Ça n'engage que moi, ce que je dis, évidemment. Alors ce matin, effectivement, Manon Aubry a répondu à Sonia Mabrouk sur cette polémique. La députée européenne a défendu Rima Hassan. À quel moment Rima Hassan a-t-elle appelé à brûler une agence Orpi et défend la députée franco-palestinienne d'avoir lancé une fatwa? Jean-Luc Mélenchon lui assume avoir changé son regard sur le voile islamique. Le patron des Insoumis estime désormais que le voile est une soumission envers Dieu et non envers les hommes dans l'islam, contrairement au catholicisme. Voilà, vous avez 2 heures, messieurs. Henri Guénaud, toujours pas? Si, ça c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, le reste c'est un drame, mais pour le reste, on va attendre que la justice fasse son travail. J'entends bien. Bon. Mais alors, ce changement de... Et ce changement de pied, alors d'abord, il est évident, ce changement de pied. Tous ceux qui ont écouté, entendu ou débattu avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années savent que sa position était une position républicaine très orthodoxe, très laïque, et refusant toute forme, ce qu'il appelait des formes de soumission de la femme. Et il mettait dedans le voile intégral, mais aussi le voile tout court. Bon, très bien. Il a changé d'avis, il a expliqué pourquoi il avait changé d'avis, et vous en avez donné un résumé. Finalement, c'est une soumission envers Dieu. Donc, voir Jean-Luc Mélenchon devenir un exégète des religions, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas c'est formidable. C'est quand même c'est un événement. Que dire d'autre? Je pense que ces débats sont complètement faussés. Tout le monde veut laisser la religion de côté, et tout le monde ne parle que de religion. C'est ça. C'est tout le monde. Tout en mélangeant le tout. Ah mais oui, bien sûr, en mélangeant le tout. Mais on se dit, si on met la laïcité partout, on met de la religion partout. En fait, bien sûr. Voilà. Surtout, et donc tout le monde est dans une impasse, et ça devient très préoccupant. On ne peut pas en plus réagir par rapport à un fait religieux si on ne le comprend pas réellement. Et l'interprétation de Jean-Luc Mélenchon est complètement erronée. Ce n'est pas un signe de soumission vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas non plus un signe de soumission vis-à-vis de l'homme, c'est un signe de pudeur vis-à-vis du regard de l'homme. C'est ça le voile, c'est se cacher. L'homme prend du péché s'il voit les formes de la femme, d'une femme autre que son épouse. Elles sont obligées de le porter. C'est pour ça que le débat de voiler des jeunes filles est très compliqué. Et non, c'est pas un geste spontané d'une femme pour sa pudeur que de se voiler la tête. On considère dans l'islam que le péché se transmet, et qu'un homme, en voyant les formes d'une autre femme, prend du péché à cette femme qui n'aurait pas qui aurait eu un défaut de pudeur. Heureusement qu'on a un exégète, en l'occurrence Victor Hérault, qui est là pour nous sauver. Merci Henri Guénaud, merci Georges Fenech, merci Victor Hérault. Tout de suite, c'est le zapping.